Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition du TechNap News où on va traiter l'actualité de l'impression 3D du mois de janvier avec un tout petit départ au mois de février. Mais donc voilà, alors pas mal d'infos, pas mal de news, pas mal de choses qui se sont passées dans le monde de l'impression 3D durant ce début d'année et évidemment je ne pouvais pas ne pas parler de ce coup d'éclat, enfin voilà, de cette histoire d'armes et d'impression 3D puisque vous le voyez ici, alors ici c'est le site d'une des premières sources d'information de la presse belge, un important réseau de fabrication d'armes avec des imprimantes 3D en France et en Belgique démantelées. Alors j'ai trouvé plein d'articles qui parlent du sujet, des armes imprimées en 3D et vendues sur Vinted. On a ici qui est Jacob Diougou alias G-Stark 1809, martyr de la cause pro-armes et prince des armes d'impression 3D. Enfin donc voilà, on a toute une série d'articles qui vont nous parler de ce problème mais surtout de ce coup d'éclat de la police pour mettre un terme à un réseau qui était particulièrement actif à Marseille et en Belgique, donc on l'a dit, et donc on voit ce genre de truc. Alors je veux pas jouer les alarmistes entre guillemets, mais en même temps on peut pas nier non plus que c'est une des dérives potentielles de l'utilisation de notre loisir et de cette industrie, c'est-à-dire l'impression 3D. Parce que oui, ça facilite les choses, ça permet de faire des armes sous le radar, des armes en plastique. Alors moi je m'y intéresse pas beaucoup et je suis pas du tout pro armes et ça m'intéresse vraiment pas, même pas d'essayer. Et j'aurais plutôt pas intérêt parce que je faisais en rigolant quand ceci est sorti. Dans la presse belge, il y avait deux articles. Il y avait un article qui disait l'impression 3D, les armes. Et puis j'ai parlé avec des gens et on est un peu dans la logique de ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune avec les jeux de rôle. Donc à l'époque, je jouais aux jeux de rôle, donc j'étais un sataniste violeur de vierges sur les cimetières. Et maintenant, je suis un libertarien. Puisque apparemment on associe ça, facho pro-armes qui va vouloir buter tout le monde dans mon entreprise. Donc voilà. Alors je me disais tiens, le même jour il y a un article qui est sorti là-dessus et un autre article qui est sorti disant attention, l'espionnage chinois prend ses marques en Belgique et va à peu près partout, et je me suis dit purée, avec le bol que j'ai, moi je vais finir par me faire arrêter par ce qu'on appelle la sûreté de l'État chez nous, les renseignements, et être fiché S parce que parce que je fais de l'impression 3D et parce que j'ai beaucoup de contacts avec des Chinois dans le cadre de l'impression 3D. Voilà. Donc si jamais vous me voyez plus du tout, c'est que je croupis au fond d'une geôle à Guantanamo. Donc voilà. Et je reviens sur le sujet, donc c'est effectivement un sujet qui est important et c'est important de prendre ça en considération. Il ne faut pas non plus céder à la panique et commencer à stigmatiser tout, puisque pour moi, l'impression 3D a beaucoup de choses à apporter, beaucoup de choses positives, mais des dérives sont possibles. On peut fabriquer des armes avec tout et n'importe quoi, et voilà, l'impression 3D n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif. L'objectif peut être positif, l'objectif peut être également très négatif. Donc voilà, je ne saurais que vous conseiller à vous de ne pas vous lancer dans ce genre de dans ce genre d'initiative et d'aventure, même pas pour essayer, n'essayez même pas de chercher. Alors on trouve des articles qui disent on a trouvé en moins de 9 minutes les plans pour imprimer en 3D un fusil. Ne le faites pas parce que je pense que là maintenant il y a une espèce de méfiance, paranoïa, je sais pas, autour de tout ça, et voilà, soyez prudents, ça ne sert à rien de vous mettre en danger ou de vous faire emmerder par la police parce que vous avez été curieux. Bon, alors ici un article de 3D Native qui traite du développement par Arco Medlab du plus grand implant crânien imprimé en 3D au monde. Alors on peut le voir ici, c'est assez impressionnant, donc ici on le voit encore un petit peu mieux. Alors, fondée en 2018 par lui, Ilan Rosenberg, la société se spécialise dans les implants osseux personnalisés en PEEK, c'est un matériau, P-E-2-K,
un biopolymère visant à rendre la médecine personnalisée accessible globalement. Alors cette innovation inclut le premier brevet pour un implant crânien personnalisé capable de stocker et de libérer des médicaments. Et ça c'est quand même super impressionnant. Vous voyez ici, cette avancée donc représente une étape significative vers l'avenir des soins de santé et de l'impression 3D en médecine. Alors quelque chose que je trouve intéressant, mais je vais pas pouvoir dire tout le mot en entier parce que sinon ma vidéo a des problèmes sur YouTube parce qu'on peut pas parler de ça, hein, c'est de la spéculation médicale, simplement parler d'innovation médicale. Mais donc il dit, je pense que ce n'est que le début et bientôt nous imprimerons avec ceci que vous voyez là, des implants encore plus personnalisés, obtenant une bioactivation idéale pour des objectifs spécifiques dans le corps de chaque patient. Et voilà, enfin moi je trouve ça... vous savez que moi je trouve ça impressionnant tous ces trucs médicaux et ici on est un exemple de plus. Bon alors ici je vous ai trouvé un petit article, hein, très souvent dans les TechNap News je vous cite des exemples de maisons imprimées en 3D et tout ça et souvent on voit que ça, hein, on voit cette partie là et je me suis dit tiens ça peut être sympa de vous montrer finalement à quoi ça peut ressembler ces petites maisons low cost imprimées en 3D une fois qu'elles sont aménagées. Alors voilà, on voit ici, c'est une maison qui fait 18 mètres de long et on a un petit intérieur cossu comme ça. Alors voilà, hein, on ne gagne pas on ne garde pas les lignes, mais une fois équipé comme ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ceci, à quoi ça peut ressembler une fois qu'on a fini d'équiper une de ces maisons. Bon alors vous le savez, l'impression 3D commence à prendre ses marques dans à peu près tous les secteurs et il y avait un salon à Paris, un salon de la boulangerie-pâtisserie, je ne savais pas que ça existait, mais ça existe. Et on y retrouve également de l'impression 3D dans ce genre de salon. Donc je trouve ça assez sympa. Alors ils appellent ça ici la pâtisserie numérique et je trouve ça plutôt rigolo. Et donc il y avait une imprimante 3D pour les gâteaux. Et donc ce qui dit c'est que la machine permet d'imprimer des fonds de tarte ou des biscuits qu'on pourrait pas réaliser à la main en jouant sur la texture ou le goût. Alors le plus simple c'est que je vous montre la petite vidéo qui a été réalisée à ce moment-là. Et comme ça vous voyez un petit peu plus facilement de quoi est-ce qu'il en retourne. Bienvenue à la pâtisserie numérique. Nous, on imprime des fonds de tarte personnalisables en 3D. L'objectif, évidemment, c'est de permettre aux pâtissiers, boulangers ou aux professionnels de s'amuser, de vraiment se démarquer de sa concurrence en imprimant la forme qu'il veut, dans la texture qu'il veut. La machine est 100% autonome et ça s'imprime sans additif. On va venir ici mettre la pâte à gâteau dans le temps que vous voyez juste là. Elle va passer dans le tuyau puis arriver dans le bac. Alors une pâte à gâteau, c'est liquide, comme tout le monde le sait. Ce qui fait que si on imprimait couche par couche, ça tomberait. Et si on chauffait, ça prendrait pas la bonne forme. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est de venir imprimer dans une matrice granulaire alimentaire. Donc on va venir imprimer à l'intérieur, on va venir dessiner dans cette matrice la forme qu'on veut. Une fois que ça c'est fini, on récupère le bac à l'intérieur, on le met au four, ça va chauffer et donc la partie liquide va durcir. La machine elle est à 20 000 € à l'achat, ce qui est à peu près le prix moyen pour les machines de cette taille-là dans la boulangerie-pâtisserie. Tout ça, ça coûte moins de 1 € par pièce. C'est un processus qui permet également un énorme gain de temps pour le pâtissier, puisque pour faire un objet comme ça, on est à moins de 3 minutes. Le processus est terminé, il ne reste plus qu'à déguster cette pièce. Bon appétit! Bon alors on reste dans le domaine un peu médical avec ici une news qui parle d'une équipe de scientifiques de l'université du Wisconsin qui a développé le premier tissu cérébral imprimé en 3D capable de croître et de fonctionner comme un tissu cérébral typique. Alors cette réalisation présente des implications importantes pour les scientifiques qui étudient le cerveau et qui travaillent sur des traitements pour un large éventail de troubles neurologiques et neurodéveloppementaux tels que les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Contrairement à l'approche traditionnelle de l'impression 3D qui empile les couches verticalement, les chercheurs ont procédé horizontalement. Ils ont placé des cellules cérébrales, des neurones développés à partir de certaines cellules, hein, donc je ne peux pas citer le nom ici, hein, encore une fois, dans un gel bio-encre plus doux que celui qui avait été utilisé auparavant dans ce genre de recherche. Alors le tissu a encore suffisamment de structure pour se tenir, mais il est assez doux pour permettre aux neurones de croître les uns
dans les autres et de commencer à communiquer entre eux, explique le scientifique responsable de l'étude. Et d'après le papier qui a été publié donc dans une revue scientifique, les résultats sont éloquents. Les cellules imprimées forment des connexions au sein de chaque couche imprimée, ainsi qu'entre les couches formant des réseaux comparables au cerveau humain. Les neurones communiquent, envoient des signaux, interagissent entre eux via des neurotransmetteurs et forment même des réseaux appropriés avec des cellules de soutien qui sont ajoutées au tissu imprimé. Donc on le voit, encore des perspective énorme dans la manière dont l'impression 3D, indépendamment de ce qu'on a vu au début de cette vidéo, dont certains s'en servent pour faire du mal, et d'autres s'en servent pour faire du bien, et ça c'est très positif pour moi. Bon, alors je reprends ici un article de 3D Natives, parce que j'avais trouvé l'infographie plutôt impressionnante. On a entendu parler pas mal, déjà dans le début de cette vidéo, de l'utilisation de l'impression 3D pour faire des armes, alors de manière illicite, mais on a déjà entendu, et j'ai déjà cité ça dans certains de mes TechNap News, que la défense, de manière générale, s'intéresse quand même particulièrement à l'impression 3D, et il y a des contrats très juteux avec des firmes de fabrication additive, et 3D Native ici nous fait une petite infographie pour expliquer en gros qu'est-ce qu'on fait avec l'impression 3D dans la défense. Alors si on regarde ça un petit peu de plus près, qu'est-ce qu'on a? Ils nous disent que on fait des armes, ok, on savait qu'on pouvait le faire. C'est beaucoup utilisé d'un point de vue médical, et donc notamment pouvoir faire des prothèses, des garrots rapides et tout ça pour des soldats blessés. La plupart des équipements essentiels peuvent être fabriqués en 3D, alors évidemment pas en PLA sur une Ender 3, on est bien d'accord, mais la technologie le permet. Et enfin, même les véhicules peuvent avoir une partie du véhicule qui est imprimée en 3D, des pièces obsolètes par exemple. Donc ici dans les véhicules, il nous montre les véhicules blindés. Bon, je vais pas tout lire, mais l'utilisation de l'impression 3D vise à améliorer les performances des véhicules militaires, et donc ça se traduit par une réduction des coûts et des délais de production. Et donc voilà, dans les sous-marins aussi, on utilise l'impression 3D pour certaines pièces, les drones. Alors là évidemment l'impression 3D est beaucoup utilisée pour les drones, et en Ukraine, les drones civils modifiés et imprimés en 3D pour transporter et larguer des petites bombes, c'est pas mal utilisé dans le contexte militaire. Donc voilà, sur le champ de bataille, on voit quoi? Le casque est peut être fabriqué en 3D, et ils disent ici c'est le casque 3D General Lattice qui permet d'allier une grande solidité et une grande légèreté. Alors la crosse de certaines armes peuvent être imprimées, des protections de corps, le silencieux même, ils peuvent le faire, et même, comme vous voyez, les balles peuvent être imprimés en 3D. Et si on regarde enfin dans cette infographie les dates clés, on peut voir que ça date pas d'hier, qu'on utilise l'impression 3D pour pouvoir améliorer l'investissement dans la défense. Dans les dernières choses, on voit ici les Marines américains ont effectué une démonstration d'impression 3D en vol, scannant le bras d'un marine pour créer un plâtre médical. L'impression du plâtre a été réalisée pendant le roulage, le décollage et les manœuvres en vol. Donc voilà, c'est l'avenir pour la défense, Alors c'est bien de se défendre, c'est pas bien d'attaquer, mais voilà. Bon, alors ici il y a un article qui a été publié sur le site de la société Stakeholder Foods qui fait en fait de la nourriture imprimée en 3D. Alors ne méprenez pas dans ce que je vais dire, c'est essentiel pour la planète de trouver des nouveaux modes de production qui n'impliquent pas la destruction de la planète et qui est plus respectueux aussi de l'animal. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Néanmoins, j'ai quand même du mal avec l'idée de la bouffe imprimée en 3D. Et ici, de quoi nous parle l'article? Il s'agit d'un article business qui dit que une société imprimée en 3D, donc Stakeholder Food, j'en parlais, qui est une société israélienne, a annoncé la signature de son premier protocole d'accord commercial dans le secteur privé avec l'un des principaux producteurs de protéines alternatives et le plus grand producteur de tofu en Israël. Alors c'est une collaboration évaluée à plusieurs millions de dollars américains sur les prochaines années, mais qui marque une étape significative dans l'industrie de la viande à base de plantes et représente une première incorporation à échelle industrielle de la technologie d'impression 3D dans l'industrie alimentaire. Et ça, voilà. Alors, en gros, comment ça fonctionne? De manière ultra schématique, il y a des imprimantes spécifiques
qui vont utiliser une espèce d'encre qu'on appelle la NutriBlend, qui est une formule personnalisée de composants nutritifs à base de plantes conçus pour être utilisés dans leurs fameuses imprimantes 3D. Alors là, je n'ai pas une vue sur leur imprimante 3D, mais peut-être qu'ici on la voit. Bon, alors vu comme ça, oui, ça a l'air, ça a pas l'air mauvais, hein. Là, ça me donne envie de manger un bon steak. Mais on voit pas leur imprimante par contre. Ah ben voilà à peu près à quoi ressemble cette imprimante. Donc ben, on verra pas beaucoup plus que ça, mais voilà à quoi ressemble cette imprimante. Et donc si l'avenir du monde passe par l'impression 3D, ben manifestement il y en a de plus en plus qui se disent que la bouffe ça peut aussi être une bonne idée. Et ben voilà, hein, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que c'est pas la dimension de l'impression 3D à venir qui m'inspire le plus. Alors ensuite, un secteur dans lequel j'ai pas beaucoup fait de news, hein, c'est le secteur de l'équipement sportif. Et donc Wilson, un célèbre fabricant notamment de ballons de basket, a mis en vente, ou va mettre en vente, hein, le 16 février, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, ses premiers ballons de basket imprimés en 3D. Alors on peut voir ici à quoi ils ressemblent. Alors oui, je cite un article de primante3d.com qui est un blog que je recommande pour l'actualité sur l'impression 3D. Et donc il s'agit de ballons haute performance qui s'appelle le Airless Gen 1. Alors composé de 8 panneaux, le treillis élimine tout simplement la nécessité de gonfler le ballon. Le responsable innovation de chez Wilson explique que les premiers efforts ont été concentrés sur la recherche de matériaux appropriés offrant un haut rendement énergétique et une durabilité accrue. Et donc bon, ils ont travaillé énormément, blabla, blabla, blabla. Et un ballon comme ça vaut quoi? 2500 €. Bon, pour le moment, c'est peut-être encore cher et je ne sais pas s'ils vont par exemple les utiliser, ça j'ai pas lu, dans les championnats notamment de la NBA, mais on voit ici que les Houston Rockets, hein, une petite vidéo, l'avait utilisé dans un concours de dunk. Alors, regardons un peu ça. Donc, on peut voir la balle là, ici, hein, imprimée en 3D. Allez, vas-y. Allez, Kenyon Martin Jr. Bon, ça blablate beaucoup, il a pas l'air d'avoir envie d'y aller. 1, 2, 3, hop. Ah, bah non. Bon, allez. Est-ce qu'il le fait? Bon. Voilà. Je ne suis pas spécialiste du basket, donc je peux pas vous dire si c'est cool, si c'est bien, si ce ballon est mieux que les autres, etc. Mais en tout cas, on voit aussi encore un nouveau secteur dans lequel l'impression 3D vient mettre un petit peu ses pas. Bon alors, petite transition vers la partie nouveauté machine, puisque ici on va parler d'une machine qui est mise sur Kickstarter, mais qui en même temps va un petit peu représenter une nouveauté, pas simplement au niveau de la machine, mais de la technologie. Enfin, oui et non. C'est plutôt la mise au point d'une machine sur Kickstarter un petit peu grand public, on va dire. Donc il s'agit de une machine Applet, donc une imprimante 3D Applet de bureau. Bon alors si vous ne savez pas du tout ce qu'est une imprimante Applet, en fait donc on utilise nous du filament avec les imprimantes filaments, et Applet c'est plutôt des petits granulés de plastique. On utilise déjà ça, c'est pas une technologie qui est nouvelle, hein, c'est ça que je veux dire. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on se met à vouloir en proposer des machines de bureau. Donc on utilise des petits granulés comme ça qui vont être injectés, et c'est beaucoup utilisé dans l'injection plastique, hein, et qui vont être injectés. Et ben voilà, ici on a une machine de 300 sur 300 sur 300 qui propose ce genre de technologie. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas du tout si c'est bien, je ne sais pas quel est l'avantage d'utiliser un Applet plutôt que d'autres, plutôt que du filament normal, j'ai envie de dire. Ici ils disent que l'utilisateur peut mixer des poudres de couleurs différentes pour donner des effets, enfin bref voilà. Mais je tenais à signaler que ça existe, ça se développe également à côté et c'est pas mal. Alors ils disent c'est pas mal question prix, donc ils disent que là la machine coûterait à peu près 4000 € et qu'on peut avoir un pré-order à 2000 €, bon enfin dollars pas euros. C'est encore un peu cher, hein, mais bon voilà, à voir. Et on est ici sur leur site internet si vous voulez voir un petit peu de plus près ce que ça donne et à quoi ressemble cette machine. Bon, je suis un peu mitigé, mais on ne sait jamais ce que ça pourrait donner, hein.
Plus concrètement, la partie nouveauté à propos des machines et des machines plutôt grand public. Alors, premièrement, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Il y a eu un rappel alors ici c'est un article de 3D Natives, un rappel de la A1 suite à un problème de câble avec le lit chauffant. J'ai fait une vidéo dessus. Depuis ma vidéo, il y a eu quelques nouveautés. Alors, premièrement, chose à rajouter, c'est que vous pouvez renvoyer votre A1 même si vous n'avez plus la boîte d'origine. Ça, c'est quelque chose qui m'a été confirmé par la marque. Ensuite, il propose deux choix. Donc, il vous demande de ne plus l'utiliser tant que vous ne l'avez pas réparé. Et pour la réparer, il propose deux choix. C'est soit de vous renvoyer la machine et il vous renvoie d'ici fin avril, mai, une nouvelle machine avec, enfin voilà, toute nouvelle machine avec le système de bed renforcé pour le câble. Soit il vous demande de ne pas renvoyer la machine, de ne pas l'utiliser, d'attendre qu'il vous renvoie un plateau chauffant avec le nouveau système pour le câble, et ils annoncent ça plutôt pour mi-mars, fin mars. Et dans un cas, si vous renvoyez la machine, ils vont vous faire un dédommagement, je crois, de 80 $ que vous pourrez utiliser sur leur plateforme. Et si vous n'utilisez, et si vous décidez de réparer vous-même, ce qui est plus intéressant pour eux, ce sera un dédommagement de 120 $. Donc, ben voilà, vous pourrez de toute façon retrouver sur le site de Bambu Lab toutes les infos. Mais c'était un petit peu la news Bambu Lab pour le moment. Alors, suite à la publication de ma première vidéo, j'ai eu des commentaires de personnes, donc des Bambu fans et des Bambu haters qui disaient ouais, les Bambu Lab c'est les meilleurs, ils gèrent ça, et regardez, Prusa n'a jamais fait ça. Et de l'autre côté, ah, c'est bien la preuve que ces imprimantes c'est de la merde. Bon, il faut pas penser comme ça, hein. Moi, je trouve que Bambu Lab réagit bien. Ils ont un problème de conception, ça arrive dans tous les secteurs. Ils font un rappel, ils offrent une compensation. Alors c'est un peu long, c'est vrai, mais moi je trouve qu'ils réagissent pas trop mal, et je suis pas choqué qu'il y ait un problème sur une machine. Voilà. Et de l'autre côté, c'est faux de dire que les autres constructeurs en ont rien à foutre et qu'il y a que Bambu qui prend ses clients en sérieux. Parce que chez Prusa, c'est pareil, quand il y a des problèmes, ils prennent quand même de manière très sérieuse. Et c'est le cas chez la plupart des constructeurs que je connais. Donc, alors, plus ou moins, hein, je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà. Alors, autre nouveauté annoncée, et il y a eu quand même quelques annonces puisque on avait eu le CES au début janvier, c'est la mise à jour de la Creality K1 que j'ai eu l'occasion de tester sur ma chaîne avec le modèle K1C qui, ben, comme je dis, c'est une mise à jour, hein, c'est pas une nouvelle version, donc on va avoir à peu près ce qu'on retrouve dans la K1, mais avec quelques petites améliorations, notamment pour pouvoir prendre en charge les impressions à base de fibres de carbone, comme le PLACF ou le PETG-CF, avec un système de bus repensé différemment, un autre airflow, un système de filtration. Donc voilà, c'est principalement les nouveautés. Alors j'en ai commandé une, donc parce que j'étais curieux simplement, et quand je la recevrai, là je crois qu'elle doit être quelque part sur un bateau entre la Chine et l'Europe, quand je la recevrai, c'est une vidéo, enfin c'est une machine pour laquelle je ferai un test, et donc elle est là à 599 €. Alors, autre annonce qui a marqué ce mois de janvier, c'est l'annulation du système multifilament V6 de chez Ankermake. Donc, il était attendu par certains comme une alternative à l'AMS de chez Bambu Lab, ou à d'autres systèmes MMU qu'on peut trouver. Et ben voilà, ils l'ont tout simplement annulé. Alors, c'est dommage, hein. Ils promettaient 6 couleurs, détection automatique des matériaux, un dryer, enfin voilà. Alors ici, donc l'article c'est sur lesimprimantes3d.fr qui nous explique que cette annulation a lieu parce que ce qu'ils avaient fait n'était pas suffisamment efficace et fiable pour se mettre sur le marché, pour être en concurrence avec les autres. Et voilà, ils ont décidé d'arrêter les frais tout simplement. Donc je ne sais pas à quel point c'était pas fiable pour qu'ils se disent on arrête les frais, point. Mais en tout cas voilà. Alors petite chose sympa de la part d'Ankermake, c'est que ils ont décidé de rembourser évidemment les backers du Kickstarter, mais également une compensation de 10% à chaque participant. C'est pas toujours que ça
que ça existe, mais c'est sympa. Et alors je vois qu'ils proposent aussi une alternative au remboursement total, c'est que une nouvelle imprimante 3D va être annoncée et que les déçus du Kickstarter peuvent choisir de recevoir un remboursement partiel ainsi qu'un code promo de 600 $ pour cette nouvelle machine qui devrait arriver on sait pas quand. Bon alors, autre nouveauté sans être nouveauté, c'est la Sidewinder X4 Plus. Bon, on en avait déjà entendu parler. Ici, si je dis nouveauté, c'est parce que elle a été rendue disponible à ce moment-là. Et donc on est sur une imprimante qui est assez proche de la X3 que j'avais testée, mais une imprimante de 30 sur 30 sur 40 avec des rails linéaires en X et en Y, une vitesse de 500 mm par seconde soutenue par clipper. Donc une imprimante qui sur le papier est à la fois intéressante mais se démarque pas beaucoup non plus de la concurrence. Voilà, hein, c'est pas une imprimante que je testerai sur ma chaîne. J'ai eu la proposition de le faire et j'ai pas accepté parce que je trouvais qu'elle n'apportait pas grand chose par rapport à ce qui existait déjà pour le moment. Mais voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et enfin, on a également pu avoir en nouveauté entre guillemets machine, hein, puisque ce sont des machines qui avaient déjà été annoncées, mais la sortie et la mise à disposition sur le marché pour les consommateurs de la Tutriz SK1, qui est également une machine que j'aurais dû tester, mais suite aux annonces liées à ma vie privée et ma santé, j'ai décliné l'offre. C'est une imprimante qui était annoncée à 700 mm par seconde, recommandée à 300 mm par seconde. Voilà, je n'ai pas fait de test, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'était une machine de plus dans les Core XY fermables, hein, puisqu'elle n'est pas fermée celle-ci, mais on peut le faire. Donc voilà, ceci clôture cette TechNap News. N'hésitez pas à me faire tous les commentaires que vous voulez en commentaire sur mon Facebook, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!